tous, merci d'être au rendez-vous pour cette dernière édition de la semaine sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce vendredi 27 avril. Après la Martinique et le phénomène des sargasses, les explorations de Monaco poursuivent leur mission. Cap au large de la Colombie sur l'île de Malpelo pour l'équipe de scientifiques. À l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, la direction de l'aménagement urbain a notamment rappelé à ses agents les gestes de prévention à respecter. Vous le découvrirez dans ce journal. Nous reviendrons sur cette journée de sensibilisation au handicap organisée à l'école des Révoirs. Football, et l'AS Monaco n'a plus le droit à l'erreur en championnat si elle veut conserver sa place de dauphin. Et enfin, on la surnomme la Jeanne d'Arc du design. Elle a signé de nombreux projets reconnus et expose actuellement en principauté. La designer Nathalie Crassé est notre invitée du week-end. Nous ouvrons donc ce journal avec la dernière mission en date des explorations de Monaco. Une mission au large de la Colombie sur l'île de Malpelo. Objectif, soutenir les actions menées par la biologiste Sandra Bessudo. Le récit de Christine Datomel. C'est un lieu tout à fait unique. Bien sûr, d'apparence, on dirait un gros caillou, mais quand on regarde de près, c'est quand même un endroit tout à fait étonnant et où l'on peut quand même voir une certaine beauté et une certaine force. Et c'est un endroit, c'est une île qui n'est pas très hospitalière, mais qui a son charme et qui a ses beautés et qui, bien sûr, il y a de la faune terrestre, mais il y a une faune et une flore marine tout à fait exceptionnelles. Classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et située au large de la Colombie, l'île de Malpelo est un édifice volcanique dont les bases se trouvent à plus de 4000 mètres de profondeur. Un site à la biodiversité très riche, préservé grâce aux nombreuses actions entreprises par la biologiste franco-colombienne Sandra Bessudo pour protéger la mer et particulièrement les requins, maîtres des lieux. Ce qu'elle a permis de montrer après 15, 18, 20 années de travail acharné, c'est de montrer au monde ce que pouvaient être les océans avant qu'on ait une implication, une prédation à outrance. Ici, on a, je dirais, l'exemple de ce que pourrait être, dans le monde entier, un récif parfait, avec une chaîne alimentaire parfaite, avec les grands prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire et tout ce qui en découle. Lors de ces explorations, les apnéistes Pierre Frola et Frédéric Beul sont partis à la rencontre des animaux marins pour effectuer un marquage des requins en plaçant une balise sur l'animal à la base de l'aileron. L'avantage d'utiliser des apnéistes pour taguer les requins est double. D'abord, on intervient très rapidement, donc on peut très vite changer de zone et trouver les animaux plus rapidement. Et le deuxième avantage, qui est le principal avantage, c'est qu'on fait très peu de bruit. Et donc, on ne va pas faire fuir les animaux. Et au contraire, on va même les rendre curieux. Donc, les requins vont même nous approcher. Et donc, ça va être plus facile d'aller placer la balise. Lors de ces explorations de Monaco, des caméras, des appâts et un système de filtrage de l'eau ont été mis en place. L'objectif, prélever de l'ADN environnemental pour constituer une banque de données génétiques et identifier avec certitude les espèces. Dans cette opération à Malpelo, ce qu'on a cherché à faire, c'est tester une nouvelle méthode qu'on appelle l'ADN environnemental, qui est une méthode un peu comme pour la police scientifique qui cherche à chercher des traces d'ADN dans l'eau. Donc toutes les espèces qui vivent et meurent dans les océans laissent des traces de leur ADN. Et en fait, on peut chercher, filtrer cette eau, amplifier l'ADN afin de détecter ces espèces dans l'eau. Sanctuaire de la faune et de la flore, perdu au milieu de l'océan Pacifique, l'île de Malpelo est fréquentée par de grands bancs de requins et renferme une biodiversité très riche et variée. Un site exceptionnel à préserver. À l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, la direction de l'aménagement urbain a organisé ce matin des ateliers participatifs et interactifs pour rappeler notamment quelques règles d'hygiène et de sécurité à ses équipes. Le reportage de Dominique Poulain. Ils sont employés à l'assainissement, au jardin, à la voirie ou encore à l'énergie.
Ils participent, place du Campana à Fontvieille, à différents ateliers à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Des ateliers mis en place par la DO, la Direction de l'aménagement urbain. L'objectif de cette campagne est de promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les travailleurs. On a des personnels qui savent mieux réagir, qui savent aussi mieux anticiper les choses. Donc ça concourt à avoir moins d'accidents et avoir moins de gravité sur les accidents survenus. Donc ça, oui, on le note. On a encore des accidents du travail, mais on en a quand même moins, oui, depuis qu'on met en place l'ensemble des actions de formation, de sensibilisation, de communication et aussi les moyens techniques. Oui. Les employés sont sensibilisés aux risques pouvant impacter leur santé et leur sécurité au travers de 3 ateliers et sont accompagnés par des experts pendant toute la durée des animations. Ils sont immergés à tour de rôle et par petits groupes à partir de situations accidentogènes virtuelles. Ces ateliers sont l'atelier gestes et postures pour préserver son dos en adoptant la bonne posture et en faisant les bons gestes. L'atelier espace confiné avec un rappel des règles d'intervention et des principes de sécurité. Et 2 ateliers secourisme pour apprendre ou réviser les gestes de premier secours. Il y a 2 types de personnel. Là, il y a des personnes qui sont volontaires, qui n'ont jamais fait de secourisme. Et donc, on est là pour vraiment les sensibiliser et leur donner envie d'aller plus loin, parce que c'est vrai qu'il est important de faire ces gestes de premier secours. Et d'autres personnes, par contre, sont déjà formées, sont sauveteurs secouristes du travail, ou ont passé le premier secours civique de niveau 1. Et en fait, ils viennent réviser à la carte. Voilà, ils ont oublié comment on met quelqu'un sur le côté, donc ils veulent la revoir pour bien revoir la technique. Et on est là pour faire à la carte les gestes qu'ils souhaitent revoir. Ces exercices visent aussi à faire comprendre l'importance des procédures de sécurité et contribuent ainsi à réduire les accidents sur les lieux de travail. Depuis la mise en place de cette campagne de mobilisation il y a 1 an, l'ADO a vu une baisse des accidents avec arrêt de travail de 20%. Retour à présent sur cette journée de sensibilisation au handicap à l'école des Révoirs. Un atelier théâtre était proposé aux élèves de 8e. Vanessa Dessy vous en dit plus. Changer le regard collectif sur le handicap, un enjeu de taille pour l'école des Révoirs. Divers ateliers pédagogiques de sensibilisation sont organisés depuis de nombreuses années grâce au dynamisme de la direction de l'établissement et sous l'impulsion du département des affaires sociales. Cette fois-ci, la troupe de théâtre Les Chouchous, rattachée à la compagnie Florestan, s'est associée à l'opération. C'est complètement transversal. Aujourd'hui, on est en train avec nos jeunes chouchous de l'AMAPI, on est en train de faire du théâtre qui est complètement dans les textes officiels. On doit travailler la langue orale, la mémoire. C'est un moment d'échange riche avec des jeunes en difficulté, des adultes en difficulté et qui se retrouvent avec plaisir avec nos enfants. Un moment de partage où tout le monde est pareil, tout le monde est égaux, tout le monde s'enrichit. Donc ça, c'est ce à quoi je tiens particulièrement. Et dans notre projet Éco-École, on développe les solidarités, le développement durable, mais le côté humain est tellement important. Cette journée avait pour objectif d'inculquer aux élèves des valeurs de tolérance. Une réflexion autour du respect des autres s'est instaurée facilement dans les classes. Déjà très impliqués, les enfants se sont mis en situation afin d'aborder des notions liées au handicap en toute simplicité. Il ne faut pas se moquer des personnes qui sont handicapées, que c'est pas bien, ça peut leur faire de la peine. Et que c'est pas de leur faute s'ils sont handicapés. Ça m'a appris que, en fait, ils sont pareils. Il faut pas se moquer, il faut plutôt l'aider s'il a du mal. Banderoles, dessins et drapeaux, les élèves de 8e encourageront l'équipe monégasque à l'occasion de la Sapodia, une course de vélo qui a pour but d'ôter les barrières de la différence sur le handicap. Voilà pour cet atelier pédagogique à l'école des Révoirs. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. En cette fin de semaine, la Fédération des groupements français de Monaco a organisé à la Maison de France, située dans le quartier de la Condamine, une cérémonie du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Une cérémonie qui s'est déroulée également en présence de personnalités de la principauté.
Le 27 avril, les Néerlandais célèbrent traditionnellement la fête du roi ou jour de la reine. Il s'agit de la fête nationale du Royaume des Pays-Bas en l'honneur de l'anniversaire du roi et afin de célébrer la monarchie. Elle apparaît sous le règne de la reine Wilhelmine et a lieu à l'époque le 31 août. Lors de l'avènement du roi Willem-Alexander en 2013, la fête sera ainsi déplacée au 27 avril, jour de son anniversaire. La communauté néerlandaise de Monaco n'a donc pas manqué à la tradition en organisant la veille de ces célébrations une réception à l'hôtel Hermitage. Cette année, la communauté néerlandaise de Monaco en a profité pour célébrer également le centenaire du consulat général à Monaco. Avis à tous les passionnés de botanique et plus généralement à tous les curieux, la direction de l'environnement propose de prendre part à un plan local d'action pour la sauvegarde et la gestion de la nivéole de Nice, une espèce endémique restreinte des Alpes-Maritimes. Cette petite fleur blanche est protégée en France et en Italie et est inscrite à la Convention de Berne. Elle fait l'objet d'un programme de sauvegarde sur 3 ans qui aura pour but notamment le recensement de l'ensemble des populations à Monaco. Tout le monde est donc invité à participer, alors ouvrez bien les yeux et si vous avez la chance d'apercevoir la nivéole sur Monaco, faites parvenir vos observations à la direction de l'environnement en mentionnant les éléments suivants: localisation, photo, date et nom des observateurs. Mais surtout, ne la cueillez pas, je vous rappelle qu'il s'agit d'une espèce protégée. Parlons football, une réaction des Monégasques est attendue samedi soir face à Amiens. L'AS Monaco, qui reste sur 2 défaites consécutives, doit absolument s'imposer au Stade Louis II. Un tout autre résultat qu'une victoire pourrait voir le club de la Principauté perdre sa 2e place au classement. L'analyse de Dominique Poulain. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. La vie, le sport, c'est ça. Après l'humiliation reçue au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, puis une défaite sans gloire à Guingamp, les Monégasques doivent réagir face à Amiens, le 13e du championnat. Pour cela, les hommes de Leonardo Jardim doivent changer d'attitude. L'attitude n'est pas bonne, et quand l'attitude n'est pas bonne, les derniers 2 matchs n'est pas seulement une chose, c'est beaucoup de choses. Et ça, c'est le message et le travail que nous faisons. Essayer de travailler sur l'aspect mental, que nous avons besoin de donner le maximum, que la concentration a besoin de rester 100% à Monaco, que nous avons besoin de plus d'engagement pour gagner les adversaires. En l'espace d'une quinzaine de jours, la machine monégasque s'est enrayée. Le club de la Principauté reste donc sur 2 défaites consécutives avec 10 buts encaissés. L'image désastreuse montrée notamment par les Monégasques au Parc des Princes est très mal passée chez le défenseur Andrea Raggi. Paris, franchement, moi, après le match, toute la semaine après Paris, j'avais la honte dedans, je dis la vérité, parce qu'un claque comme ça fait mal. Ça fait mal pour un joueur, pour la carrière d'un joueur, pour l'image du club, moi, il m'a fait beaucoup mal. Si des insuffisances ont été notées chez certains joueurs, l'heure du bilan n'est pas encore arrivée. Il y a une qualification en Ligue des Champions à aller chercher. Monaco est toujours 2e, certes, de la Ligue 1, mais ne possède plus qu'1 point d'avance sur Lyon et Marseille. Maintenant, on n'a plus de jokers. On a déjà fait les jokers. Ils sont finis. Ça reste 4 matchs compliqués pour nous, mais aussi même pour Marseille et Lyon. Je vous les calendriers. Ça va être difficile pour tous les 3, nous, Lyon et Marseille. Seulement qu'il y a plus de concentration dans la tête, parce que maintenant, ça ne compte pas la forme physique, on est bien physiquement. Ça compte la tête. Il faut sortir de la rage qu'on a besoin pour montrer que Monaco, ce n'est pas le Monaco des derniers 2 matchs. Pour affronter Amiens, Leonardo Jardim est privé de Gemerson, suspendu de Traoré, Sidibé, Baldé, Jovetic et Ghezal, tous en soins, mais l'entraîneur récupère Subasic, Raggi et Falcao. Elle est notre invitée du week-end. Nathalie Crassé expose actuellement ses vases en céramique à la Cultural Gallery. Avant de faire plus ample connaissance avec la designer, coup d'œil sur l'ECAP, c'est le nom de son exposition dans ce reportage.
C'est dans un petit écrin situé dans l'ancien quartier des métiers d'art à Monaco que Matali Crassé a décidé d'exposer cette série de vases en céramique accompagnée de 12 dessins. La designer a travaillé en collaboration avec la Manufacture de Sèvres, une maison mondialement réputée pour sa céramique. L'idée, c'est de continuer en fait, d'arriver à trouver la créativité du moment avec la céramique. Et plutôt que de faire une Xème forme, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller regarder justement tout le patrimoine de cette belle maison. Et j'ai choisi quelques formes, j'ai commencé à les numériser, je les ai passées en 3D. Et après, j'ai voulu faire des correspondances entre certaines pièces. Et là m'est venue l'idée de créer comme un corps et une cape. Présentée tel un défilé de silhouettes, cette collection baptisée « Les capes » se décline sous différentes couleurs. Matali Crassé revisite le patrimoine des formes de Sèvres. Elle le fait revivre tout en rendant hommage à la matière. La céramique est coulée, donc en fait elle va venir se lever comme ça, englober les choses. Et en même temps, l'idée c'est d'apporter des symboliques grâce à ce travail de couleurs et de formes. À l'occasion de cette exposition, la designer présente d'ailleurs une gamme de couleurs méditerranéennes pour habiller ses vases, à découvrir jusqu'au 30 juin à la Cultural Gallery. Et magie de la télévision, nous sommes à la Cultural Gallery avec notre invitée du week-end, Matali Crassé. Merci de nous accueillir. On va revenir tout d'abord sur ce métier si particulier de designer et votre carrière. Vous avez commencé aux côtés des plus grands, on peut citer Philippe Starck par exemple. Est-ce que c'est un métier que vous désiriez faire depuis petite ou au contraire c'est justement au fil des études que vous est venue cette vocation ? Non, c'est venu assez tard en fait l'idée d'être designer et j'ai surtout su que j'allais devenir designer en lisant le prospectus d'une école qui s'appelle l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, et c'est comme ça que j'ai pu devenir designer. Est-ce que c'est aussi votre enfance à la campagne qui vous a fait mûrir cette réflexion et toute cette imagination ? L'enfance à la campagne m'a plutôt permis d'interagir avec les choses qui sont autour de moi, parce que quand on vit à la campagne, on va prendre un bout de bois, un jour on va en faire quelque chose, le lendemain ça devient autre chose, et donc j'ai gardé cette habitude de considérer que tout ce qui est autour de nous va pouvoir être appropriable, et donc on va pouvoir être dans un lieu évolutif qui va évoluer au jour le jour. Donc en fait c'est devenu une de mes approches récurrente. Vous êtes vraiment une touche à tout, vous jonglez avec la création d'objets, du mobilier, on le voit ici, des vases, vos lunettes aussi je crois. Oui. Et puis vous avez participé également au design des nouveaux kiosques à journaux parisiens. C'était vraiment un challenge pour vous? J'aime bien travailler à différentes échelles, mais je reste à l'échelle humaine en fait. Ce qui m'intéresse, donc je vais travailler sur de l'architecture, mais ça va toujours être en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est le partage, le vivre ensemble, comment on interagit ensemble. Et c'est à partir de ça que je vais commencer à travailler sur le projet. Donc j'ai pas envie de travailler sur l'esthétique des choses, mais plutôt sur qu'est-ce qui fait qui va donner une diversité de vie, qui va redonner du relief à la vie aujourd'hui grâce aux objets et grâce aux espaces. Et c'est justement en s'inspirant de l'espace que vous cherchez cette source de création? Je vais m'inspirer de la vie en fait. Je voyage beaucoup, j'ai la chance de pouvoir montrer mon travail un peu partout dans le monde, et donc là j'observe et je regarde les façons de vivre en fait, la façon dont on va dans un pays par exemple s'asseoir plus particulièrement par terre, et donc on s'aperçoit qu'à ce niveau-là, on est plus avec les enfants qui sont en bas âge en fait, puisqu'on interagit beaucoup plus simplement avec eux. Ces petits flashs en fait, ou les moments où on se sent bien, et j'essaie de décortiquer ces moments-là et de prendre les ingrédients et de les réinjecter dans des nouveaux projets que je fais. Et concernant l'inspiration, lorsque l'on est retenu parmi les artistes pour participer à la décoration du Palais de l'Élysée et notamment au bureau de Madame Macron, l'inspiration, on la cherche où? On s'inspire justement de l'histoire du Palais de l'Élysée? Là, c'est l'idée de travailler pour le Mobilier National, qui en fait des commandes aux designers. C'est une exception française, donc je pense que c'est intéressant de le souligner. Et en fait, je ne savais pas pour qui je travaillais. Je savais que le bureau allait s'inscrire soit à l'Élysée ou soit dans un ministère. Et ce que j'ai voulu faire, c'est justement un bureau qui soit un peu retiré de son statut masculin. Et comme par hasard, il a été choisi par une femme.
Donc j'ai quand même fait un projet très contemporain avec cette idée de faire un bureau qui est en fait un endroit pour se concentrer au centre, qui est la hauteur d'un bureau normal. Et après, des deux côtés, on va avoir une partie plus haute. Je voulais en fait par là même faire une configuration dynamique. Donc on peut réfléchir concentré au centre et on peut se lever et regarder des dossiers ou discuter avec quelqu'un sur le côté. Et en même temps, je voulais que le bureau véhicule vraiment cette idée d'être à l'écoute. Donc en fait, cette partie qui est le cœur du bureau, elle est orientée comme ça, comme une espèce de petite cône qui donne cette idée en fait qu'on reçoit les gens pour les écouter, pour être à l'écoute en fait et collaborer avec eux. Vous avez également travaillé ici, sur la Côte d'Azur. De nombreux projets oui. vous ont emmené ici, à Nice par exemple, oui. et puis à Monaco, oui. au Grimaldi Forum. Vous avez été scénographe de l'exposition Super Warhol. Quel souvenir vous gardez de cette exposition Warhol? C'était assez formidable, puisque dans cette exposition étaient montrés les plus grands Warhol, donc des Warhol qui n'avaient jamais pu être montrés dans les musées du monde entier, parce qu'ils n'avaient pas la place en fait, Donc on a en fait construit un musée sur mesure pour pouvoir montrer ces pièces exceptionnelles. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est de refaire les papiers peints en fait, et de composer en fait à la fois des tableaux et les papiers peints, donc faire des ensembles comme Warhol l'avait présenté lui-même, de façon à combiner différents médiums ensemble et créer comme ça des univers à part entière. Nathalie Crasset, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à très bientôt sur Monaco Info. Bien sûr. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Samedi, journée largement dégagée malgré le passage de quelques nuages. Les températures seront agréables avec 15 degrés au lever du jour et 21 degrés au plus chaud de la journée. Dimanche, le ciel sera beaucoup moins clément. La journée sera très nuageuse avec l'arrivée de la pluie dans l'après-midi. Au niveau des températures, nous perdrons plusieurs degrés. Lundi, retour timide du soleil qui sera de nouveau chassé par les nuages dès mardi, avant le retour de la pluie et des orages pour les journées de mercredi et jeudi. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.